qui vient de séjourner en Chine. Maliens et Chinois sont convenus du financement de 4 projets hydroélectriques, une centrale solaire, 2 unités de filature, de la construction de routes et d'une unité de raffinage d'or. Les relations bilatérales, commerciales et économiques entre le Mali et la Chine reprennent. Cela après 4 années d'hibernation due au Covid-19. Ouverture du premier dialogue multi-acteurs sur les effets de la consommation de la drogue et l'extrémisme violent. L'événement est co-organisé par le gouvernement du Mali et l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il vise à conjuguer les efforts pour lutter contre le fléau. La stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA. Le document est au centre d'un atelier organisé par le ministère en charge de l'emploi. Ce document se veut une alternative aux appréhensions des populations des zones concernées par le départ de la MINUSMA. Merci de nous choisir ORTM 1 pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Les cadres de la primature sont à l'école du partenariat public-privé, une formation de haut niveau destinée à les doter de connaissances sur la nature, la mise en œuvre et l'impact du partenariat public-privé a ouvert ses portes hier lundi. Participent à cette session les conseillers et chargés de mission du Premier ministre et les différents chefs de service de la primature. Le compte-rendu de Alousseyni Touré. Les conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission et autres cadres de l'administration se familiarisent avec les procédures de partenariat public-privé dont l'importance pour notre pays n'est plus à démontrer. L'approche PPP présente de nombreux bénéfices, dont l'un des principaux est de mettre à profit les capacités financières et l'expertise du secteur privé pour la délivrance de biens et services publics de qualité. Toutefois, cette approche présente également des challenges importants par le caractère souvent complexe des contrats et la très longue durée des projets et leur montant élevé qui engage financièrement l'État pendant de nombreuses années. Les partenariats publics-privés ne doivent donc pas être considérés comme une panacée et leur utilisation doit être conduite de manière prudente et rigoureuse. Les PPP, entendés partenariat public-privé, présentent des potentialités énormes pour notre pays, notamment en matière de financement d'infrastructures. Et le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur les PPP. À travers le partenariat public-privé, il s'agira entre autres de pallier le déficit d'infrastructures de base, de favoriser la qualité et la durabilité des dites infrastructures par le recours au financement et à l'expertise du secteur privé, de promouvoir l'utilisation soutenable et optimale des deniers publics. Il devient donc impérieux pour les cadres de la haute administration que nous sommes de maîtriser le processus et la gestion du partenariat public-privé. Les 5 jours de formation permettront aux participants d'être mieux outillés pour apporter leur contribution à la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Toujours à la primature, le docteur Choguel Kokalamaïga a successivement reçu en audience les producteurs d'huile et d'aliments bétail et les victimes des maladies rares. Les producteurs d'huile s'inquiètent de l'application de la TVA sur leurs produits alors que les victimes des maladies rares demandent plus de solidarité à la nation. Nous retrouvons Alousseyni Touré. La Fédération des producteurs d'huile et d'aliments bétail est venue plaider auprès du chef du gouvernement pour un allègement du dispositif fiscal les concernant. On est venu rencontrer quand même le chef du gouvernement. C'était par rapport à notre problème de TVA, un problème de répartition de la graine de coton et autres sujets. Donc on a discuté, je pense quand même qu'après longue discussion, donc, le Premier ministre nous a renvoyé quand même chez les ministres concernés. Donc pour aller discuter, lui rendre compte. On a voulu quand même lui saisir. Vraiment, on a été satisfait. Totalement satisfait. Totalement satisfait, parce qu'une commission sera mise en place pour essayer de discuter et prendre des mesures, en même temps rendre compte au Premier ministre. Les victimes des maladies rares demandent plus de solidarité de la part de la nation. Ils vivent une situation difficile et méconnue du public. Les maladies rares, faut-il le rappeler, concernent une minorité de la population. Ces maladies-là sont des maladies vraiment douloureuses. Nous avons tous des histoires vraiment douloureuses ici.
parce que nous sommes vraiment touchés au plus profond de nous-mêmes. De un, c'est des maladies qui génèrent des handicaps très très sévères. C'est très compliqué pour nous, les personnes atteintes de maladies rares. Diagnostiquer une maladie rare, ça peut prendre aussi des années. Très sensible au récit du président de l'association sur la situation des personnes vivant avec ces maladies, le chef du gouvernement a loué leur force de caractère et les a exhortés à rester solidaires entre elles. Je crois qu'il faut avoir une grande force de caractère pour dominer les problèmes. La société doit faire beaucoup attention, doit accorder beaucoup d'attention à ces citoyens faibles, que ce soit des minorités sanitaires comme vous, des minorités physiologiques comme les personnes qui pensent qu'elles sont obèses, des minorités sociales comme des petites ethnies, des minorités linguistiques, parce qu'ils ont tendance à se fermer sur eux-mêmes. Donc il faut les aider, solidaires entre vous. Quand vous êtes solidaires, les autres sont obligés de tenir compte de vous. Les interlocuteurs du Premier ministre retournent tous soulagés et louent la disponibilité du chef du gouvernement qui prête une oreille attentive aux préoccupations de toutes les couches de notre société. Un atelier d'immersion des membres du CNT sur les activités et les difficultés de l'INPS s'est tenu ce matin au CICB. La rencontre visait à informer les membres de l'organe législatif de la transition sur les enjeux et défis liés à l'Institut national de prévoyance sociale afin d'obtenir leur accompagnement dans la recherche de solutions. Nouhoum Sissoko. Cet atelier d'immersion des membres du CNT, Conseil national de transition sur les activités de l'INPS, est organisé par la Commission santé et du développement social du CNT en partenariat avec l'Institut national de prévoyance sociale. Il consiste à informer les membres du CNT sur le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des EPS, établissements publics à caractère social, le contenu et les innovations du projet de code de prévoyance et de son projet de décret d'application et sur les difficultés liées au recouvrement et aux services de prestations sociales. Il faut une synergie d'action entre les différentes administrations publiques pour que les résultats souhaités soient à hauteur d'attente. Après des moments difficiles, l'INPS est aujourd'hui engagée dans la voie des réformes majeures avec les autres institutions de sécurité sociale du pays. Ces réformes vont permettre à notre pays de prendre en charge beaucoup d'insuffisances constatées dans l'application des textes régissant la prévoyance sociale au Mali. Parmi les difficultés rencontrées par l'INPS, on peut citer la non-adhésion de tous les employeurs à la télédéclaration, l'absence de passerelle entre le régime général et le régime assurance volontaire, la non-exécution des décisions de justice en faveur de l'INPS, l'absence de possibilité d'indemnisation des maladies à caractère professionnel. La Commission, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, et du suivi et évaluation et orientation, continuera d'apporter son soutien et son expertise pour l'atteinte des objectifs au bénéfice de la population malienne. Ces échanges ont eu lieu à la suite de la séance d'écoute du directeur général de l'INPS par la commission santé du CNT. Au sortir de cette séance, il a été jugé nécessaire d'organiser un atelier d'immersion sur l'Institut de prévoyance sociale à l'intention des membres du CNT. Belle moisson pour la mission de haut niveau qui vient de séjourner en Chine. Maliens et Chinois sont convenus du financement de 4 projets hydroélectriques d'une centrale solaire, de 2 unités de filature au compte de la CMDT, de la construction de routes ainsi que d'une unité de raffinage d'or. Les relations bilatérales commerciales et économiques entre le Mali et la Chine reprennent ainsi après 4 années d'hibernation à cause du Covid-19. De retour de Beijing, nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Oumar Katraouri. Œuvrer au renforcement des relations politiques de partenariat stratégique avec la Chine et relancer la coopération économique et commerciale avec un partenaire historique. Telle était la feuille de route assignée par le président de la transition à cette délégation de haut niveau qui vient de séjourner en Chine. Des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et avec les institutions financières
et de développement de la Chine ont abouti à des résultats concrets et très appréciables pour notre pays. Sur le plan politique, il convient de noter une convergence et une identité de vue entre les deux parties sur toutes les questions majeures, comme la question des droits de l'homme. Au plan politique, les deux pays regardent dans la même direction et la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a régulièrement apporté son appui au Mali pour la défense de notre souveraineté et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Et le Mali, en retour aussi, apporte un soutien à la Chine sur les mêmes thématiques. Sur le plan économique, des échanges fructueux se sont tenus, ce qui devrait permettre à notre pays, qui dispose de bonnes perspectives, d'amorcer son développement. À cet égard, le Mali a présenté quelques projets structurants qui sont déjà en discussion avec le partenaire chinois. Il s'agit d'abord de mettre en avant le financement de 4 projets hydroélectriques importants pour répondre au déficit énergétique de notre pays que vous connaissez tous. Ensuite, un projet de financement d'une centrale solaire. Donc ce paquet énergétique est vraiment de la plus grande importance aujourd'hui. Nous avons aussi mis en avant la nécessité également d'aller vers la mise en place et le financement dans le cadre d'un joint venture entre la CMDT et une société chinoise sur un financement de la China Development Bank pour qu'on puisse mettre en place 2 unités de filature qui permettront de transformer le coton malien. J'ai un projet structurant qui tient à cœur le président de la transition. Sur le plan de la coopération financière et technique, des projets de construction d'une unité de raffinage d'or et un dossier dans le cadre de la lutte contre le diabète ont été retenus. Il est question aussi d'un projet de construction d'une route qui part du parc national vers Koulouba et puis Kati, et puis une autre qui vient de Samé également à Kati, 2 fois 2 voies. Et là aussi, nous travaillons avec l'entreprise COVEC pour la réalisation de ce projet et question aussi du financement d'une unité d'affinage de l'or. Vous savez que le Mali est le 3e producteur d'or aujourd'hui, mais l'or exporté n'enregistre pas de grande valeur ajoutée au niveau du pays. En tout cas, sur l'ensemble de ces projets, nous avons noté un intérêt du partenaire chinois. Dans le portefeuille également, comme vous le savez, il y a la question aussi du projet Mali numérique, qui est un projet important, qui est exécuté par l'entreprise Huawei. Après des échanges, nous sommes arrivés à un compromis avec cette entreprise. Ce projet aujourd'hui va pouvoir avancer sur la base d'un avenant qui va permettre de prendre en charge la question de la fibre optique, aussi un système de vidéosurveillance et aussi la mise en place d'un data center. Tout ce qui était dossier pendant, avec Exim Bank en particulier, a été résolu et nous pensons aujourd'hui que nous pouvons aller de l'avant. Et sur le plan de la coopération financière et technique, vous savez qu'on a dans le portefeuille aussi le financement de la plaie diabétique, qui est une unité de traitement du diabète à l'hôpital du Mali. Ce dossier aussi est approuvé. La visite de la délégation de haut niveau a été aussi marquée par une immersion au sein de certaines sociétés chinoises de pointe avec lesquelles travaille le gouvernement malien. Il s'agit de Sino Hydro à travers Power China, de la CREC, la filiale mère de COVEC, et de Huawei, spécialisée dans le développement du numérique. Cette société qui emploie 1500 personnes au Mali s'inscrit dans la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour une souveraineté numérique. Nous nous situons clairement dans une relance de la coopération technique et financière avec la Chine, sans parler aussi de l'engagement du ministre des Affaires étrangères chinois, qui a réitéré sa volonté d'avancer avec le Mali pour le renforcement des capacités de notre pays, pour aussi répondre à tous les besoins du Mali en matière de sécurité. Après les négociations positives, il s'agit à présent, selon le ministre Diop, de matérialiser et de suivre les projets retenus, ce qui devait aboutir à la signature de contrats au bénéfice des 2 pays.
Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de mission, la délégation de haut niveau comprenait le ministre de l'économie et des finances, Alocine Sanou, celui de l'industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo, deux conseillers du président de la transition, un membre du CNT et des experts de plusieurs départements ministériels. Et de la Chine, nous partons à Dubaï où le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration participe à la conférence mondiale des radiocommunications. La rencontre examine et, s'il y a eu lieu, révise le règlement des radiocommunications, traité international régissant l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaire. Le ministre Alhamdou Ag Ilien a eu une réunion de travail avec la délégation malienne avant de visiter les stands où il a rencontré des organisations en charge des opérateurs de la téléphonie mobile. En marge de la conférence, il a eu une réunion de travail avec le directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT. Une entrevue qui a permis au ministre d'exprimer la satisfaction du Mali à l'Union internationale des télécommunications pour la bonne collaboration qui existe entre notre pays et l'UIT. Et restons toujours à Dubaï, les communications continuent sur le site de la COP28. Les exposants attirent l'opinion sur les effets du changement climatique. La sensibilisation est également faite pour un changement de comportement envers la nature. Nos envoyés spéciaux, Salimata Dao et Idrissa Traoré, nous donnent plus de détails à travers les interventions des exposants. Suivons. On a amené à la COP d'abord nos problématiques. Les problématiques d'abord, c'est la problématique liée à l'utilisation du bois énergie. Aujourd'hui, nous savons que le bois énergie pose beaucoup plus de problèmes, son utilisation sur les forêts, que toute autre utilisation, toute autre exploitation. On a fait l'information, la sensibilisation en partant sur la base du nombre d'habitants, la consommation et ce que ça fait comme impact sur les forêts en termes de nombre d'hectares défrichés et en termes de nombre de CO2 relâchés dans la nature. À la transformation et la valorisation des produits forestiers non lignés. On a informé, sensibilisé pour pouvoir mieux les valoriser. Et ensuite, on est là aussi avec le partenariat public-privé. Il y a aussi des problèmes de financement. C'est une présentation sur le projet Carité, le PAFK, dont l'objectif est l'amélioration des conditions de vie à travers la génération de revenus dans la filière Carité. Sur le projet, sur les acquis, mais surtout parler des parcs à Carité, parce que c'est la ressource et elle n'est pas inépuisable. Et cette ressource, on a besoin de la sauvegarder. D'après les statistiques de l'AGK, nous avons plus de 8 millions d'hectares qui sont détruits chaque année par des actions anthropiques, par les changements climatiques. Donc il y a urgence à la matière pour que des dispositions soient prises par rapport à ça et qu'on puisse vraiment aller à la restauration, à la régénération, à la protection des parcs à Carité. On a présenté l'énergie domestique, défis et perspectives. Donc, c'est-à-dire que le bois énergie est beaucoup utilisé au Mali. Donc, il faut trouver des alternatives à l'utilisation de ce bois énergie. Donc, là, déjà ici, la BAD a fait une annonce que nous allons tous vraiment postuler à ça pour avoir des financements. Nous avons aussi des projets de pompage solaire. Donc, le programme de bioénergie, ça va concerner l'installation de biodigesteurs. Aussi, le bioéthanol pour faire la cuisson aussi et puis pour utiliser ça dans le transport. Nous avons aujourd'hui parlé en tant que Refampé de la problématique des femmes dans le Sahel qui sont confrontées à des aspects, des problèmes de sécurité, d'insécurité on va dire, non seulement climatique mais environnementale. Nous avons eu également à présenter une coalition qui existe sur le genre, la sécurité et les changements climatiques, pour dire que nous sommes dans une dynamique de travailler non seulement au Mali, mais également au niveau du Sahel pour apporter notre contribution à ces problèmes et défis auxquels les femmes sont confrontées.
Ici, à Bamako, le bureau du vérificateur général présente son rapport annuel 2022 sur la lutte contre la corruption aux membres du Conseil national de la société civile et aux organisations de la société civile. Il s'agit pour les membres de la société civile de s'approprier le contenu de ce document qui dresse le bilan des irrégularités financières au Mali. Abdoulaye Sako, Sambou Diakité. La corruption est un phénomène qui persiste dans notre société malgré les efforts des gouvernants. L'équation semble difficile à résoudre. Dans son rapport de 240 pages remis au président du Conseil national de la société civile, le bureau du vérificateur général dresse le bilan de la corruption et autres irrégularités financières dans notre pays. En partageant le contenu de ce rapport avec les membres de la société civile, le vérificateur général vise un objectif bien déterminé. Cette année, nous célébrons les 20 ans du bureau du vérificateur général. En termes de vérification et d'évaluation des politiques publiques, s'exerce bien évidemment dans le respect du rôle des acteurs de la chaîne de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. C'est la raison pour laquelle un partenariat fécond a été établi avec le Conseil national de la société civile pour nous permettre une meilleure dissémination et sensibilisation autour du rapport annuel du vérificateur général. Nous sommes le vecteur le plus en vue pour disséminer les rapports du vérificateur. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons été en partenariat. Et nous avons institué cette tradition chaque année que le vérificateur remet au président de la République son rapport annuel. Nous recevons ce rapport annuel pour que nous puissions le disséminer au niveau des régions, au niveau des cercles et au niveau des communes. La lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique est en pole position sur la liste des priorités des autorités de la transition. Au Mali, la vision qui soutient la célébration de cette emblématique journée est celle du lancement d'une réflexion approfondie sur les mesures les plus adéquates pour limiter le phénomène. Il s'agit de fédérer les efforts, mutualiser les moyens d'action et optimiser les stratégies. À cet effet, je voudrais très sincèrement remercier le bureau du vérificateur général et le Conseil national de la société civile pour cette initiative bien heureuse de convertir à travers le présent atelier, d'asseoir une lecture analytique des résultats d'une année complète de vérification et d'évaluation des politiques publiques. Ainsi, durant cette journée, les membres du bureau du vérificateur général et ceux de la société civile vont échanger sans langue de bois sur ce rapport qui fait l'état des lieux de la corruption dans notre pays. Dans la même veine, les activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption se poursuivent à l'Ocléi. Les débats du jour se passent à l'École nationale d'administration ENA. Les élèves fonctionnaires doivent s'approprier la Convention des Nations unies sur la corruption. À l'occasion, un accord de partenariat est signé pour renforcer la collaboration entre l'Ocléi et l'ENA dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Batraoré. L'Ocléi, Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, poursuit sa campagne de sensibilisation et de dissémination de la Convention des Nations unies contre la corruption. L'École nationale d'administration ENA constitue la troisième activité de ce programme. L'occasion est toute trouvée d'ailleurs pour renforcer la collaboration. Un protocole de partenariat réglemente désormais les relations entre l'Ocléi et l'École nationale d'administration. L'organisation de présent atelier enclenche une dynamique de collaboration entre l'Ocléi et l'ENA, qui est un creuset de l'excellence dans la formation des hauts cadres du pays, lesquels, comme nous le savons, sont un ferment inépuisable et un pilier irremplaçable de l'action publique et du développement du pays. Ce partenariat sera bâti sur la réalisation d'actions d'information, de sensibilisation, voire de formation sur des questions spécifiques à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le premier responsable de l'ENA juge pertinent les débats sur la Convention des Nations unies contre la corruption 20 ans après sa signature. Quelle meilleure cible donc que les élèves fonctionnaires de l'ENA, tous futurs hauts cadres à des postes stratégiques de la gestion et du développement de notre pays pour l'organisation de cette journée de sensibilisation. Chers élèves fonctionnaires,
Je vous exhorte à suivre et participer activement à cette activité de première importance pour vous, pour nous, de par votre statut, et surtout d'être attentif à chaque détail. Enfin, le président de l'OCLEI a demandé à chaque élève fonctionnaire de l'ENA, où qu'il se trouve, d'être un ambassadeur de la lutte contre la corruption. Ouverture des travaux du premier dialogue multi-acteurs sur les effets de la consommation de la drogue et l'extrémisme violent. L'événement est co-organisé par le gouvernement du Mali et l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. C'est pour mettre en place une synergie d'action afin de lutter contre le fléau. Reportage Youssouf Diakité. Ce dialogue multi-acteurs voulu par l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime avec l'appui du gouvernement du Mali est un véritable espace d'échange, une tribune de communication sur les dangers liés à la consommation de la drogue et les mécanismes de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les participants, presque tous des experts, viennent d'horizons divers d'Afrique et d'ailleurs pour débattre en profondeur de la question de l'extrémisme violent et de la lutte contre la drogue et le terrorisme. Nous allons par ailleurs pousser notre réflexion commune dans les jours à venir sur les meilleurs moyens de prévention de la toxicomanie qui constitue, pour reprendre les termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, un fléau pour l'individu et un danger social et économique pour l'humanité. Deux problématiques qui sont au cœur de notre mandat. La lutte contre le trafic et la consommation de drogue et la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Notre programme régional phase 2 qui se termine vise à contribuer à la stabilité, la sécurité, y compris la lutte contre la drogue et l'extrémisme violent. Au Mali, Danemark s'est engagé dans les mécanismes FAMOC pour soutenir les ONG locales sur les mêmes questions très importantes. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, président de la cérémonie, précise que les objectifs de l'ONUDC sont en phase avec les missions du gouvernement malien en matière de lutte contre le terrorisme et de la lutte contre la consommation de la drogue. Le Mali a toujours combattu contre ces genres de fléaux, les narcotrafiquants et les trafiquants de drogue de toute acabit. Et aujourd'hui, les phénomènes changent, les phénomènes s'orientent vers plusieurs horizons, raison pour laquelle les acteurs qui doivent lutter contre les phénomènes très dangereux doivent fédérer leur engagement, doivent fédérer leurs efforts dans le cadre de leur combat. Les travaux de ce dialogue multi-acteurs se poursuivent pendant 2 jours sur les effets de la consommation de drogue dans l'extrémisme violent. Ces 2 jours permettront de faire des recommandations. Recommandations, une fois opérationnelles, pourraient contribuer à réduire le fléau selon les experts. La stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA, le document est au centre d'un atelier organisé par le ministère en charge de l'emploi. Ce document se veut une alternative aux appréhensions des populations des zones concernées par le départ de la MINUSMA sur le plan socio-économique. Le point avec Aridjou Matina et Aboubakar Traoré. Les plus hautes autorités de la transition, conscientes des impacts que pourrait avoir le départ de la MINUSMA, surtout sur le plan socio-économique, ont pris un certain nombre de mesures, au nombre desquelles l'élaboration d'une stratégie nationale pour circonscrire l'impact socio-économique du retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le document ainsi élaboré sous la direction du département en charge de l'entrepreneuriat dans le cadre des attributions du groupe thématique 3 mis en place par le processus de retrait se veut un outil national efficace permettant d'atténuer à tous les niveaux l'impact du retrait. Il constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que nos citoyens des zones concernées peuvent ressentir dans le cadre de la fourniture des services sociaux de base. L'occasion me paraît opportune pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce document. Dans ce processus, je voudrais saluer le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, remercier Dr Shogel Kokala Maïga,
Premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement dans le cadre de la conduite de ce processus de retrait. L'atelier du jour permettra aux participants qui sont les représentants de la présidence de la République, de la primature, les représentants des organisations d'employeurs et des travailleurs, ainsi que les membres des départements ministériels, de s'approprier d'une part le document et d'autre part de le diffuser dans leur secteur d'activité en vue de faciliter sa mise en œuvre. Élection, c'est parti depuis ce lundi à Bamako pour les travaux de l'atelier de formation des agents du département des opérations électorales de l'EJ sur la gestion logistique du matériel et des documents électoraux organisé par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Cette formation vise à renforcer les capacités des participants pour une bonne organisation des élections à venir. Le compte-rendu de Sokona Kabisoko. L'autorité indépendante de gestion des élections EJ a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires. Pour la réussite de ces missions, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux forme les agents du département des opérations électorales de l'EJ. Depuis juillet 2021, IFES met en œuvre au Mali un programme de transformation électorale sur un financement de l'USAID. Le premier objectif de ce programme est de contribuer à l'intégrité ou à l'amélioration de l'intégrité électorale à travers, entre autres, des appuis aux organes en charge de la gestion des élections. La formation devra permettre aux participants de cerner la problématique de la gestion logistique du matériel et des documents électoraux. Il sera aussi question de la sécurisation des processus électoraux. La formation sera dispensée selon une approche participative autour des modules suivants: la gestion du matériel et des documents électoraux, l'identification des besoins logistiques en matériel imprimé et documents électoraux, la cartographie sécuritaire du Mali, les phases, les acteurs de la sécurisation électorale. Une vingtaine d'agents du département des opérations de l'EJ participent à cette formation. Une formation qui devra permettre à la structure de disposer des ressources humaines qualifiées pour la bonne conduite du processus électoral. Retenez ce chiffre à présent, plus de 117 milliards de francs CFA. C'est le montant octroyé par le Fonds mondial au Mali pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et la mise en place de systèmes résistants pour la santé sur 2023-2026. L'annonce a été faite à l'ouverture de l'atelier de planification opérationnelle des activités sur le manuel harmonisé de gestion avec les partenaires. Maïmouna Doumbia a suivi. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme accorde une nouvelle subvention au Mali pour les 3 années. C'est là pour renforcer le système de santé de notre pays. Le présent atelier est organisé pour informer toutes les parties prenantes en prélude au démarrage du processus prévu en janvier 2024. Il s'agit aussi de procéder à la planification de chaque région afin de faciliter la mise en œuvre de cette subvention. Le Fonds mondial a alloué plus que 180 millions d'euros pour la période 2023 à 2025. On continue de travailler avec les partenaires au Mali pour soutenir la lutte contre les 3 maladies. Au cours de cette formation, les participants vont échanger sur les attentes et les procédures des partenaires techniques et financiers. Entre autres, la prise en charge directe des malades et la satisfaction des besoins des structures bénéficiaires. Les grands résultats attendus, c'est la décentralisation de la prise en charge des patients qui souffrent de la tuberculose et du VIH. On voudrait que les subventions puissent aider les bénéficiaires, donc une mise en œuvre beaucoup plus près et donc vraiment au niveau décentralisé. Et aujourd'hui, ce financement va nous permettre de renforcer la lutte contre les maladies en général et contre particulièrement ces maladies, puisque c'est un engagement. Et cela va nous permettre, encore une fois, de renforcer vraiment les différentes stratégies aujourd'hui novatrices. Cet atelier regroupe pendant 5 jours 116 médecins, agents de santé et gestionnaires des structures de lutte contre le sida.
Le ministre des Transports et des Infrastructures a présidé les travaux de la 12e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics. Sur avis des administrateurs, le centre, malgré ce contexte difficile, a pu obtenir des résultats probants, nous dit Youssouf Diakité. Cette 12e session du Centre national de formation professionnelle en bâtiment et travaux publics fait le point des activités de l'année écoulée. Au dire des administrateurs, malgré le contexte difficile, le centre a fait des résultats encourageants. L'Institut aimerait beaucoup que vous souteniez sa mission de renforcement des capacités des ressources humaines dans le secteur des transports, du bâtiment et des infrastructures. Nous avons connu des améliorations au cours de cette dernière période, mais nous avons également fait face à des défis importants. Cependant, je crois fermement que c'est dans ces moments difficiles que se trouvent les opportunités les plus prometteuses. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour une franche collaboration afin de permettre à l'Institut d'être plus attractif et actif dans les domaines de l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Notre objectif est de faire de l'Institut le fleuron de l'action pour le renforcement des capacités dans les secteurs du BTP et des transports. J'ai noté les progrès réalisés en 2023, illustrés par les actions suivantes. L'exécution diligente du programme de formation financé par la BOAD dans le cadre du projet d'aménagement en 2x2 de la traversée de la ville de Sikasso, qui a permis d'assurer la formation des agents et cadres de la Direction générale des routes et d'autres acteurs impliqués dans le suivi des activités du projet. Avec la détermination du personnel, la clairvoyance de la direction, l'accompagnement du département, l'Institut national de formation professionnelle en bâtiment et travaux publics peut faire des prouesses et atteindre les objectifs souhaités. La répartition des droits voisins au niveau de l'espace UEMOA, le Mali est en tête. L'information a été donnée hier au cours de la 45e session du Conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. La session a arrêté le budget pour l'exercice 2024 à plus d'1 milliard de francs CFA, soit une augmentation de 4%. Reportage Alpha Maïga. Qui parmi vous n'a jamais écouté à la radio une œuvre musicale ou regardé des images à la télévision? Nombreux aussi sont ceux qui exploitent les œuvres littéraires. Alors, savez-vous que toutes ces créations artistiques ont un droit? Et c'est justement autour du sujet que les administrateurs en charge de la question sont réunis pour la 45e session du Conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. Au cœur des échanges, la répartition des droits voisins, entre autres. C'était un défi de taille. Ces droits voisins, c'est un ensemble de prérogatives qui est accordé à certains bénéficiaires de la création. J'ai fait allusion aux artistes-interprètes, j'ai fait allusion aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion. Cette répartition des droits voisins est la toute première dans l'histoire de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins dans notre pays. Au total, un montant de 392 202 456 francs a été réparti entre 4 651 bénéficiaires. Aussi, au cours de la session, évaluer ce qui a été fait d'une part et se projeter pour la prochaine année, à la clé, un budget d'autre part. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 milliard 1 112 658 francs CFA, soit une augmentation de 4,17%. Nous allons continuer en accentuant surtout le recouvrement des arriérés des droits d'auteur et des droits voisins et en allant surtout à la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. Le Bureau malien du droit d'auteur a plusieurs années d'existence dans le combat de l'avenir et le devenir des artistes et écrivains.
La communauté malienne d'Italie a rendu un vibrant hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Mali dans leurs efforts à ramener la paix et la sécurité sur tout le territoire national sans exclusive. Cette reprise de la ville de Kidal représente une victoire pour l'unité, la cohésion et la stabilité du Mali. Les Maliens d'Italie ont exprimé leur profonde gratitude au colonel Assimi Goïta, président de la transition, et au Premier ministre Choguel Kokala Maïga pour leur ferme détermination à restaurer l'intégrité territoriale du Mali et restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. La cérémonie s'est achevée par la montée des couleurs nationales. Voilà, journée paysanne à Sélégué, la réussite de 2 années de progrès agricole célébrée. Un projet qui concerne deux variétés de riz cultivées dans les périmètres irrigués de sang. Sélégué pour des parcelles de démonstration. L'objectif est d'augmenter la production alimentaire afin de réduire la dépendance aux importations et atteindre l'autosuffisance. Envoyés spéciaux à Sélégué, Agibou Koulibaly et Abdoulaye Diarra. Cette journée paysanne de Sélégué a servi d'opportunité pour visiter quelques champs de démonstration. Ici, nous avons rencontré des agriculteurs engagés qui partagent leur expérience positive de la culture de deux variétés novatrices, le riz hybride Mayoum 1 et la variété OPV Gawal R1. Ces deux variétés ont démontré leur adaptabilité aux conditions locales, offrant des rendements supérieurs tout en répondant aux besoins des communautés agricoles. Pour la variété hybride Mayoun 1, le rendement est à 8 tonnes à l'hectare. Et l'autre, qui est parfumé, le rendement est à 7 tonnes à l'hectare. Donc ils ont souhaité la fourniture de ces semences pour qu'il n'y ait pas de rupture, afin qu'ils puissent profiter à tout moment de la culture de ces deux variétés. Ces résultats positifs ont suscité un intérêt croissant parmi les agriculteurs qui envisagent d'adopter ces pratiques novatrices. Le paysan a forcément besoin des semences et de l'engrais de qualité. Nous sommes à notre deuxième campagne pour la production de ces deux variétés de riz. Nous voulons ces variétés de riz pour avoir de très bons rendements. Mayoun 1 et Gawal R1 sont deux variétés très bénéfiques pour nous. Elles sont très résistantes au changement climatique. Ces deux variétés de riz décortiqués pèsent plus lourd que les riz ordinaires. Notre souhait est d'avoir constamment les semences de ces deux variétés de riz pour plus de rendement. Cette initiative d'expérimentation des variétés Mayoun 1 et OPV Gawal R1 ouvre la voie à une agriculture plus résiliente et productive à Sélégué. C'est la troisième année cette année où nous donnons à 12 paysans des semences pour faire les tests de démonstration en relation avec l'ODRS. Et aujourd'hui, c'est une visite où on a appelé les paysans du périmètre de Sélégué pour venir voir le potentiel de ces deux variétés. Ces deux nouvelles variétés sont comparées à une variété beaucoup cultivée du nom de Adini 11. Ainsi, la journée paysanne à Sélégué prend une dimension particulière en célébrant ces agriculteurs intrépides qui contribuent activement à l'essor de l'agriculture locale. Tenue le 6 décembre dernier à Caille, une rencontre d'échange et de sensibilisation sur les missions de l'Office national des pupilles en République du Mali. Organisée par la Direction générale de l'Office, cette rencontre a pour objectif d'informer les citoyens sur les missions de l'ONAPUMA pour une synergie d'action en faveur des orphelins. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Depuis sa création le 12 février 2018 par la loi 2018-011, l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPUMA, œuvre pour redonner le sourire aux orphelins nationaux de parents malades ou inconnus ou dont les parents ont fait le sacrifice ultime pour le Mali. La présente rencontre d'information vise, entre autres, à mieux faire connaître les missions de l'Office. Il est important aujourd'hui que tout le monde soit au même niveau d'information sur le statut de
pupilles que les plus hautes autorités ont attribuées à ces orphelins à travers la loi 058 du 27 décembre 2018. Chacun de ces enfants a un compte bancaire alimenté en raison de 100 000 francs par trimestre. Cette prise en charge qui commence à partir de la reconnaissance des plus hautes autorités à travers le décret présidentiel continue jusqu'à la majorité. L'ONAPUMA veille sur les enfants durant cette couverture et même au-delà, souvent, le suivi continue. Le gouverneur de la région de Caille, tout en assurant être désormais un ambassadeur de l'ONAPUMA, a invité les citoyens à manifester un élan de solidarité à l'endroit des pupilles de la République. Apporter aide et assistance aux pupilles, c'est contribuer à garantir l'égalité des chances pour plus de justice sociale et d'équité aux enfants dont les parents sont vaillamment morts pour la cause nationale et notamment ceux tombés sur le champ de l'honneur. Aussi, c'est un soutien moral et psychologique aux militaires engagés pour la défense de la patrie. La région de Caille compte au total une trentaine de pupilles de la République qui ont pris part à la rencontre d'information. Ils ont reçu chacun des cadeaux composés de fournitures scolaires, de jouets et de pagnes. À la Cité des Balançons, à présent, après la rencontre de partage des bonnes pratiques à Bamako, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et ses partenaires sociaux organisent à Ségou une rencontre tripartite pour l'élaboration du cadre normatif et réglementaire des élections professionnelles. L'objectif est d'élaborer un projet d'arrêté fixant les règles et modalités d'organisation des élections professionnelles et une feuille de route. Compte rendu Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Pour mieux organiser une élection autonome, paisible et transparente, le Bureau international du travail partage ses expériences en matière d'organisation d'élections avec le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, ainsi que ses partenaires sociaux. Durant 3 jours, les acteurs tripartites vont élaborer des règlements intérieurs fixant des règles d'organisation des élections professionnelles, mais aussi l'élaboration d'une feuille de route. Tout au long de vos travaux, je vous exhorte à plus d'assiduité afin qu'au sortir de cet atelier, nous puissions disposer d'un document consensuel permettant de garantir une bonne organisation des élections professionnelles. L'idée, c'est d'avoir ce texte martyr sur lequel on va discuter point par point et chaque point, essayer de voir est-ce qu'on est d'accord de manière tripartite. Si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on peut être d'accord sur des formes alternatives du texte? Le plan d'action de mise en œuvre du pacte prévoit entre autres l'organisation des élections professionnelles et représentativité des centrales syndicales. En effet, les faiblesses de notre syndicalisme depuis 2005, date à laquelle nous avons commencé à parler de mesures de l'audience des organisations syndicales, et sans nul doute les difficultés que celles-ci éprouvent à construire des réponses communes pour l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Nous osons espérer que la présente occasion sera la bonne. Tout au long de cet atelier, le consensus et les responsabilités seront de mise pour nous permettre de sortir avec des recommandations partagées par tous pour la tenue d'élections professionnelles crédibles et acceptées. Rappelons que c'est le 25 août dernier que le gouvernement a signé le pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action avec les partenaires sociaux pour l'apaisement du climat social dans le monde du travail. La place des femmes dans la quête de la paix et la consolidation du vivre ensemble n'est plus approuvée. Le bureau régional de Tombouctou et de Taoudeni, issu de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, viennent d'organiser une cérémonie de lecture de Coran et de bénédiction. Najim Babassissé. Les femmes ont un rôle prépondérant dans la recherche et la consolidation de la paix et du vivre ensemble. C'est pourquoi le bureau régional de Tombouctou et de Taoudeni de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali a organisé cette cérémonie de lecture de Coran et de bénédiction en faveur de la paix et la réconciliation, mais aussi rendre hommage aux forces de défense et de sécurité pour les efforts au profit de la stabilité. L'UNAFEM a initié de prier pour l'ensemble du Mali, pour l'ensemble de la sous-région, pour que la paix revienne dans ce pays. Parce que s'il n'y a pas paix, c'est particulièrement
les femmes qui subissent les conséquences. Une initiative qui a mobilisé les fidèles à l'intérieur comme à l'extérieur de la mosquée de Sankoré avec des prières et des zikrs pour que les cœurs et les esprits se retrouvent et se pardonnent. Une démarche première du genre a été bien appréciée par les autorités régionales. Et si nos femmes de l'Union des femmes musulmanes aujourd'hui a pris l'initiative d'inviter toutes les femmes pour vraiment faire des bénédictions pour les pays et pour nos femmes, je crois que c'est une initiative salutaire et à encourager. Et elles ont tous nos accompagnements. C'est pour ça qu'on a marqué ça par notre présence ici cet après-midi. Et nous formulons le vœu pour que toutes les prières formulées ici aujourd'hui puissent être exercées par le bon Dieu. Donc, cette démarche des femmes, vraiment, elle est à saluer. Donc du moment où les hommes peuvent être d'une part, obligatoirement les femmes aussi doivent être de l'autre part. Vraiment, je tiens à les remercier et les demande toujours de continuer sur ces bons chemins pour le développement et la paix et la réconciliation au Mali. Une fatiha dirigée par l'imam Al-Akib a mis fin à la cérémonie. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports a procédé à la mise en route de 150 jeunes de la sous-région en partance à Sikasso pour une immersion de 3 jours. La rencontre panafricaine est organisée par l'ONG Think Peace en partenariat avec l'ambassade de Danemark. Reportage Salif Ouedrago. Heureux, ils sont ceux qui viennent de prendre le top départ. Il s'agit de l'activité socio-culturelle consacrée aux champions de la paix. C'était sous le regard du ministre en charge de la jeunesse et des sports. Au total, ils sont 150 jeunes venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Mali qui prennent part à l'activité. Le regroupement avec les autres jeunes, c'est à Sikasso. Organisé par l'ONG Team Peace en partenariat avec l'ambassade de Danemark, ce rendez-vous de la jeunesse sous-régionale s'inscrit dans la dynamique du panafricanisme. C'est vraiment de permettre à ce qu'il y ait un apprentissage sur les questions non seulement de prévention, de résolution des conflits, mais également aussi sur les questions qui peuvent contribuer au développement de nos différentes communautés à travers les messages, voire les conseils que nous aurons avec les chefferies que nous allons rencontrer, mais également aussi les communautés à travers les jeunes, les femmes qui sont nos cibles lors de cette activité d'immersion. Nous, les personnes en situation de handicap, donc c'est un plaisir aussi de se retrouver parmi mes amis, mes collègues, mes collaborateurs et aussi des personnes qui vont venir des différents pays aussi. À travers cette mise en route, le ministre en charge de la jeunesse et des sports accomplit un devoir civique, un engagement patriotique. Aujourd'hui, nous essayons de réunir, au-delà des organisations de la jeunesse, toute la jeunesse de nos pays, de l'AES, et de voir comment cette jeunesse peut contribuer davantage à la mission et à relever les défis aujourd'hui que nos pays ont. Et je suis très heureux de voir que cela est anticipé par le réseau mis en place ici. Et je leur souhaite déjà une bonne immersion. Avec ces 3 pays, nous essayons d'aller vers une question de souveraineté et de développement et de mieux vivre surtout pour nos communautés. Au-delà d'enrichir leur carnet d'adresses, cette rencontre servira également de cadre d'échange fructueux aux jeunes pour lutter contre les maux qui minent la sous-région. Un mot de football pour refermer ce journal. Coupe du numérique, l'équipe de l'ORTM s'est qualifiée cet après-midi pour la finale en battant l'AM-RTP 3-1, dont un triplé d'Idrissa Bagayoko, meilleur buteur du tournoi avec cette réalisation. En finale, le 19 décembre prochain, l'ORTM sera opposé à l'AJEFO, tenante du titre. Les Tigres de l'ORTM entraînés par Sidi Mohamed Koné sont décidés à inscrire leur nom au palmarès. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée à vous.